Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire, c'est Laurent Berger qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure, le directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité du Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, pilote la stratégie RSE du groupe bancaire. On fera notamment le bilan du dividende sociétal créé il y a bientôt 3 ans. Mais auparavant, je reçois Paul Astrup, le cofondateur d'Enrise, qui transforme les toits industriels et les parkings en centrales solaire. Dans notre Zoom, on parlera de ce constat de l'Institut de la protection sociale. Plus de 30% des cotisations versées par un salarié n'ouvrent aucun droit supplémentaire à celui qui les paye. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Eclos et ses alternatives aux films plastiques industriels. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Paul Astrup. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Enrise, né en septembre 2023. Avec quelle idée, quelle vision vous aviez quand vous l'avez créé? Exactement, donc j'ai cofondé Enrise avec mon associé Armand il y a un peu plus de 2 ans, avec un constat simple, c'est que les entreprises en fait ont des coûts de l'énergie qui sont de plus en plus élevés et de plus en plus volatiles. Et en même temps, en fait, on a une surface foncière qui sert à rien aujourd'hui, ce sont les parkings et les toitures, donc d'immobilier commercial, logistique ou industriel. Et en fait, notre vision, c'est de transformer donc cet actif en une centrale solaire en autoconsommation qui alimente le bâtiment. Une centrale solaire, les mots sont forts. Oui. On peut se créer une centrale solaire quand on a un entrepôt ou un parking? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui commencent à le faire. En France, on accélère, mais c'est un potentiel qui est sous-exploité aujourd'hui. En fait, c'est une surface qui dort, qui n'est pas active. Et donc, nous, notre vision, c'est de l'activer et de la transformer donc, avec des panneaux photovoltaïques qu'on vient donc développer et installer sur cet actif pour que l'énergie en fait, soit produite et consommée sur place à un tarif plus intéressant que ce que les entreprises consomment par ailleurs. Alors Enrise propose une solarisation sans capex, sans dépenses d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le modèle économique, comment ça fonctionne? Bien sûr, mais alors juste avant, il y a 3 freins en fait solaires qu'on vient lever. Donc le premier, c'est que ça fait peur, c'est compliqué. Le deuxième, c'est en effet que c'est très cher. Et le troisième, c'est que ça prend du temps. Et donc nous, notre but, c'est de faire en sorte que ce soit simple, que ça aille vite et qu'en plus, du coup, ça coûte rien. Et donc c'est là que vient la solution sans capex. Nous, en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient financer la centrale donc, photovoltaïque pour les clients. Donc on a un bail en échange avec le propriétaire pour le droit d'installer notre centrale. Lui perçoit un loyer. Et nous ensuite, on revalorise du coup l'énergie auprès de son locataire à un tarif plus intéressant que ce qu'il paye dans le marché. Alors on voit bien le levier écologique, il est évident. C'est aussi un atout de valorisation patrimoniale. C'est aussi un des arguments que vous présentez? Oui, exactement. En fait, un actif qui du coup a installé donc, des panneaux photovoltaïques sur sa toiture ou sur son parking gagne en valeur pour prendre la valeur. Points. Exactement. Le premier, c'est que déjà, il est compliant avec la réglementation qui incite de plus en plus les propriétaires à solariser leurs actifs. De l'autre, c'est qu'il y a un loyer supplémentaire et donc ça peut réduire les charges pour le locataire. Donc c'est vraiment une solution gagnant-gagnant entre les propriétaires et les locataires. Et nous, on vient vraiment fluidifier en fait ce marché-là. Alors justement, vous parliez de réglementation. Les contraintes réglementaires, c'est quoi aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui, il y a une réglementation qui s'appelle la loi APER qui stipule qu'on doit recouvrir à hauteur de 20% à peu près les parkings de plus de 1500 m² d'ombrières photovoltaïques. Et il y a une autre réglementation aussi qui stipule qu'on doit recouvrir aussi donc, les toitures de plus de 500 m². D'abord les toitures qui sont en construction et les rénovations lourdes, et ensuite ça sera étendu à toutes les toitures existantes. Donc c'est un marché qui est gigantesque. Il faut savoir que sur des toitures existantes, il peut y avoir aussi des freins techniques, puisque toutes les toitures en fait ne peuvent pas accueillir du solaire aujourd'hui malheureusement. C'est pour ça qu'on n'en a pas partout. Il faut parfois faire des travaux pour renforcer justement la charpente. Il faut parfois retravailler l'étanchéité ou l'isolation. Mais dès qu'on va intégrer en fait un plan de rénovation d'une toiture, c'est très très pertinent de regarder du photovoltaïque parce que ça permet de valoriser le bien et de réduire du coup les charges du locataire. Quelques chiffres, la France compte plus de 680 000 toitures commerciales et industrielles. Moins de 5% d'entre elles sont équipées de solutions photovoltaïques. Vous avez commencé à répondre à la question, mais comment vous expliquez un tel retard? Parce que là, il y a un potentiel énorme. Exactement, c'est bien pour ça qu'on a lancé Enrise, justement, c'est pour accélérer les choses et nous permettre du coup de développer plus de photovoltaïque en France parce que c'est l'énergie en fait du futur. Une des principales explications, c'est qu'en fait les coûts du solaire ont été divisés par 10 en 10 ans. Donc c'était pas la même équation économique si vous voulez il y a 10 ans que ça l'est aujourd'hui. Et en parallèle, vous avez les coûts de l'énergie du coup qui ont augmenté et qui sont de plus en plus volatiles. On l'a vu sur les 3 dernières années. Les différences, en fait, l'espace de quelques semaines qui sont apparues sur les marchés de l'électricité sont significatives. Et le fait d'avoir justement de l'autoconsommation solaire, ça permet de se protéger de la volatilité des prix de marché. Et en même temps, en fait, vous avez aujourd'hui du coup des coûts du solaire qui sont plus faibles, donc une rentabilité que vous pouvez trouver et qui peut attirer donc les investisseurs immobiliers. Les freins techniques dont vous parliez, c'est quoi? Alors, donc, il y en a plusieurs. Sur les toitures, donc, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est la surcharge. En fait, il faut compter
15 à 20 kilos à peu près par mètre carré quand vous installez du photovoltaïque sur une toiture. Donc toutes les toitures ne peuvent pas l'accueillir aujourd'hui. Ensuite, il y a du coup l'étanchéité et l'isolation. Donc ça va dépendre des types de toitures et tous les bâtiments ne peuvent pas en recevoir en l'état. En revanche, il y a beaucoup de bâtiments qui vont en fait refaire leur toiture et qui systématiquement maintenant regardent et nous contactent pour justement du photovoltaïque. Ça veut dire que sur les 680 000 toitures commerciales et industrielles, il y en a, il n'y a peut-être pas la réponse, mais quel pourcentage qui n'est pas en capacité aujourd'hui de recevoir finalement des panneaux photovoltaïques? Alors, c'est difficile à dire, puisqu'il y a déjà une partie en fait, de ce marché qui est en renouvellement chaque année, si vous voulez, puisque je sais pas, si on se dit qu'une toiture, ça dure entre 25 et 30 ans, ça veut dire qu'il y a à peu près entre 3 et 4% chaque année qui est renouvelé, donc du coup, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a aussi des nouvelles technologies qui émergent, qui permettent justement d'avoir des panneaux en fait, plus légers pour pouvoir venir en fait, balancer certaines contraintes. Et après, il y a tous les nouveaux bâtiments en fait, aussi qui sont pertinents, mais dans l'ensemble, je pense que dans les prochaines années, on va voir quand même une majorité de bâtiments qui vont être solarisés, et c'est une bonne chose, parce que c'est économiquement et écologiquement très intéressant. J'étais dans l'Orne il y a quelques jours, et il y avait une église dont le toit était équipé de panneaux photovoltaïques. Donc vous voyez, la technologie, ou en tout cas le réflexe commence à progresser. Vous avez annoncé une levée de fonds de 8 millions d'euros au mois de juin dernier. Avec quels objectifs? Quels sont les objectifs liés à ce financement? Oui, donc on a fait une belle levée de fonds il y a quelques mois qui nous permet en fait de faire croître en fait l'équipe et mieux servir nos clients, d'investir dans les technologies. Pour vous donner quelques chiffres, on était en fait 7 il y a 6 mois. Aujourd'hui, on est bientôt une vingtaine, donc l'équipe croît vite, aussi vite que le marché. Et notre but, c'est aussi de redoubler en fait la taille de nos effectifs et de continuer à recruter des talents du coup l'année prochaine. On a une entreprise qui est très dynamique et je pense qu'il y a beaucoup de choses à bâtir pour pouvoir justement accélérer en fait le déploiement de l'autoconsommation solaire pour les entreprises. Ça nous permet d'investir dans notre technologie. En fait, on a une très forte vision tech. Concrètement, le solaire, c'est quand même une très belle filière en France. Il y a plus de 130 000 emplois, mais il y a peu d'acteurs qui sont très digitalisés parce que c'est des processus métiers qui sont assez longs. Et je pense qu'on est un paradigme en fait dans le marché, où historiquement, il fallait produire, si vous voulez, les plus grosses centrales avec les coûts les plus faibles. Aujourd'hui, c'est toujours important de maîtriser ses coûts, bien sûr, il y a un optimum économique à trouver, mais ce qui est important, c'est de pouvoir piloter l'électron une fois qu'il est produit. Et en fait, c'est ça, notre vraie proposition de valeur pour les clients. Oui, parce que vous parliez de la volatilité du marché. Il y a régulièrement des périodes où on se dit, tiens, là, on vend à perte, en fait. Alors, ça arrive. Donc, nous, sur notre type de client, pas réellement, parce que souvent, du coup, ils ont des contrats, en fait, avec des tarifs heure pleine, heure creuse, etc. Donc, on vient plutôt les aider à réduire vraiment ces coûts-là, ils ne sont pas à perte. En revanche, il y a une notion de comment on pilote et comment on optimise l'électron. Et donc ça, en fait, il y a plusieurs mécanismes en fait, pour revaloriser l'électron. Donc il y en a un que nous, on intègre aussi, c'est le stockage, pour pouvoir justement faire des arbitrages entre est-ce que je consomme, est-ce que je stocke, comment est-ce que j'optimise du coup cette production pour que ce soit le plus intéressant pour le locataire du coup. Vos innovations, elles se situent où? Parce que les panneaux, c'est pas les panneaux voltaïques qui non, sont... Non, on ne fabrique pas les panneaux. Bon, ok, donc c'est vraiment dans l'offre digitale, dans cet accompagnement? En fait, on est vraiment parti d'une approche client, c'est-à-dire qu'est-ce qui a le plus de valeur pour les clients. Et donc il y a plusieurs choses. La première, c'est avoir un partenaire qui soit rapide, efficace et fiable. Et donc du coup, notre technologie nous permet d'estimer de façon très rapide, en fait, au début de projet, quels vont être les coûts et quelle va être la rentabilité pour le client, avec une marge d'erreur très très faible. Donc du coup, quand on s'engage sur des chiffres, en fait, on les délivre derrière. Ça nous permet d'être plus rapide dans le développement de projet. Savoir qu'un projet solaire en France, sur les entreprises, ça peut prendre jusqu'à plus d'1 an. Nous, les premières centrales, on les a délivrées en 8 mois à peine, donc c'est très rapide sur le marché. Et c'est justement parce que notre technologie nous permet d'être très efficace. Et la troisième proposition de valeur, c'est justement, une fois que la centrale est installée, comment on optimise en fait cet électron produit. Vos panneaux photovoltaïques, qui viennent forcément d'Asie, de Chine, à quoi, 98%, 100%? Alors, ça dépend. Il n'y a pas vraiment d'alternative? Je crois qu'il y a plus de 85% du marché en fait, qui vient de Chine, donc c'est un peu triste, parce qu'il y a 15 ans, il y avait un tiers de la production qui était en Europe, un tiers qui était en Amérique du Nord et un tiers en Asie. Malheureusement, on a laissé le train filer, et aujourd'hui, les Chinois ont en fait des méga factories qui produisent énormément, qui produisent aussi des panneaux de bonne qualité. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des initiatives pour réindustrialiser du coup la production en Europe. Et donc, nous, on est promis à soutenir justement ces projets-là et à essayer justement de travailler avec ces panneaux-là quand on peut, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup d'industrialisation et d'avance du coup sur la Chine. Nous, on essaie de regarder systématiquement donc une alternative avec des panneaux européens et parfois avec des panneaux du coup qui sont chinois. Il faut quand même savoir que pour pouvoir travailler avec des modules qui viennent de Chine, donc c'est la grande majorité du marché, il faut aujourd'hui pouvoir justifier en fait quand même du bilan carbone des panneaux qu'on va utiliser. Donc il y a des réglementations assez strictes quand même là-dessus, et c'est quand même beaucoup plus encadré maintenant.
Ouais, mais c'est beaucoup moins cher que les panneaux fabriqués en Europe. Ouais, il y a un arbitrage économique. Donc, en fait, si vous voulez, nous, on a un modèle où c'est nous qui allons investir. Là, on va regarder du coup ce qui a du sens sur le projet. Et puis, un autre modèle où ça va être les clients qui vont nous dire, bah, écoutez, moi, ça m'intéresse en fait d'investir dans ma centrale. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc là, on va développer le projet en fait pour du coup des propriétaires qui veulent investir eux-mêmes. Et donc là, on va leur présenter les deux options. À la fin, c'est eux qui prennent aussi la décision, et donc ça va dépendre des sensibilités de chacun. Il faut savoir qu'il y a des belles alternatives aussi en Europe, mais que ça met du temps en fait à se redévelopper. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, on travaille avec beaucoup de foncières qui sont spécialisées dans l'immobilier, donc logistique, commercial. On travaille aussi avec des belles PME en fait qui vont avoir une activité industrielle ou commerciale. Nous, notre proposition de valeur est double. C'est à la fois pour les propriétaires de pouvoir les aider à valoriser leurs actifs et justement à respecter la réglementation sans effort. Et ça, c'est un point très important parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, en fait, le développement d'un projet solaire et d'arriver à optimiser justement ce projet. Et ensuite, les autres clients, à la fin, c'est ceux qui consomment l'électricité. Donc, du coup, dans le cadre d'une PME, c'est parfois ceux qui détiennent les murs, qui exploitent aussi, du coup, les murs. Et puis, parfois, dans le cadre d'autres activités commerciales, on va avoir une entité qui exploite, du coup, les murs, mais qui n'est pas propriétaire. Ouais, sont plutôt des clients qui ont plusieurs sites parce que ça va permettre de rendre la mécanique économique encore plus efficace. Oui, nous, on a une proposition de valeur qui est très adaptée pour les propriétaires multisites, puisque souvent, ils sont un petit peu démunis face à la charge de travail que ça représente, de devoir solariser en fait plein d'actifs d'un coup. Et en même temps, parfois, on travaille pour une entreprise qui va avoir un actif, deux actifs. Ça nous arrive aussi. Les deux sont très pertinents. Je pense que c'est une proposition de valeur qui est légèrement différente. Pour les uns, c'est aussi arriver à déterminer quelle est la stratégie optimale pour valoriser leur portefeuille. Pour les autres, c'est vraiment très pragmatique. C'est comment je me protège de la volatilité des prix du marché. On a donné les chiffres français, moins de 5% des toitures commerciales industrielles équipées. C'est la même chose en Europe ou alors on est plutôt le mauvais élève de l'Europe? Alors en pourcentage de toiture, je ne saurais pas vous dire, mais je pense pas. Je pense qu'on n'est pas les meilleurs élèves. Ça nous arrive quand même souvent. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a aussi du potentiel d'activité en Europe pour vous? Exactement, il faut le voir comme ça. Quelques chiffres, en Allemagne, je crois qu'on a plus de 110 gigawatts installés de solaire. C'est une surface qui est plus petite que la France en termes géographiques. En France, on est à 25 à peu près, donc il y a plus de 4 fois en fait, la capacité installée. Et nous, on a la même chose qu'aux Pays-Bas, qui est 15 fois plus petit. Donc ça donne un peu un ordre de comparaison. On voit que l'Espagne et l'Italie sont très dynamiques aussi. Et donc je pense qu'en effet, il y a un potentiel qui va bien au-delà de la France. La transition énergétique, de toute façon, ne s'arrête pas à nos frontières. Et nous, on a vocation justement à accompagner nos clients sur ces autres marchés. Bon, et puis vous allez pouvoir vous adresser aux évêchés pour équiper les églises. Oui, alors ça, je vous avoue que je ne le savais pas, donc je suis content de l'avoir appris. Je vous ai glissé l'idée. J'ai au moins trouvé une église équipée de panneaux photovoltaïques. Merci beaucoup, Paul Astrup, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre Zoom. Connaissez-vous le jour de dépassement social? C'est le Zoom de ce Smart Impact. Je présente mon invité Bruno Chrétien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de l'Institut de la protection sociale. Je veux bien que vous nous présentiez l'IPS pour commencer. Alors l'IPS, c'est un think tank, c'est une association qui regroupe des sachants sur ces questions de protection sociale et de retraite. Donc on va trouver des experts comptables, des assureurs, des banquiers, des caisses obligatoires qui travaillent à la réforme de la protection sociale. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de faire un système qui soit plus simple, plus efficace que celui qui existe aujourd'hui. Donc ça se traduit par des propositions de réformes très concrètes. À chaque fois qu'on voit un problème, on propose une solution, sinon ça n'a pas de sens. Et donc on intervient sur les sujets de retraite, de financement, de santé, de prévoyance. On va en parler, mais j'imagine que de temps en temps, quand vous regardez les débats politiques en ce moment, vous devez vous dire, savent-ils tous de quoi ils parlent, nos parlementaires et nos députés? Il y a une notion que j'ai découverte en préparant l'interview et votre arrivée, c'est ce jour du dépassement social. De quoi il s'agit? C'est quoi le jour du dépassement social? Alors vous savez, c'est un petit peu l'idée, le jour de la libération fiscale, mais rapporté aux cotisations sociales. Pour bien comprendre, il faut avoir quelques chiffres à l'esprit. En fait, notre système de prélèvement fonctionne soit par de l'impôt, soit par des cotisations sociales. Bon, l'impôt, quand je cotise, j'ai rien de retour en direct. C'est pas parce que j'ai payé beaucoup d'impôts que je serais mieux traité dans un commissariat, sur les routes, dans mon administration. Ça, et c'est pas prêt de changer. En termes de cotisations sociales, nos concitoyens pensent que plus je paye de cotisations sociales, plus j'aurai de retour. C'est l'idée de la rémunération différée. Les entreprises pour les salariés, pour se concentrer sur les salariés du privé, l'entreprise prélève, cotisation patronale, cotisation salariale, et je me dis, voilà,
j'ai moins de revenus immédiats, mais par contre, j'aurai une plus grosse retraite, une meilleure couverture. Voilà, c'est ce que pense tout le monde. Bon, ça, c'est la protection sociale expliquée pour les nuls, quoi, ou aux enfants. Oui. Ça marche pas comme ça, parce qu'avec le temps, on a eu un décalage progressif entre, je ne veux pas être trop technique, mais l'assiette de calcul de ces cotisations et les prestations obtenues. Prenons un exemple très concret. Par exemple, sur la cotisation retraite du régime de base, vous payez à peu près 17% jusqu'à un seuil qui s'appelle le plafond de sécurité sociale. On est obligé d'être un tout petit peu technique, 47 100 euros par an. Vous avez des droits qui sont augmentés. Si je paye sur 20 000 par an ou 40 000 par an, je vais avoir globalement 2 fois plus de droits. Mais quand vous passez de cette somme, en réalité, il y a un petit bout de cotisation, à peu près 2%, mais qui ne vous génère pas de droits supplémentaires. Au-delà de cette somme, exactement, vous cotisez. On paye plus, mais on a aucun droit pour les supplémentaire. autres, schématiquement. Alors ça, je vous prends un tout petit exemple, mais vous le trouvez dans la retraite complémentaire, dans la santé, dans la prévoyance. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de se dire, sachant qu'aujourd'hui, le régime de protection sociale, il est financé à moitié par l'impôt et CSG, et à moitié par les cotisations sociales. On a rapproché tout ça et on s'est dit, voilà, quand tu payes tes cotisations sociales en fonction de ton niveau de revenu, mais qu'est-ce que tu vas avoir comme prestation obtenue? Oui, c'est un calcul qu'on fait jamais, nos parlementaires, et ils ne maîtrisent pas ce sujet. Et donc, le résultat, c'est de se dire, à partir de quand? C'est le jour au-delà duquel on cotise pour les autres. Exactement. Ça dépend évidemment de chaque métier, activité, etc. C'est pas ça le même dépend pour de tout le chaque monde. statut. De chaque statut. Exactement, parce que là, nous, on s'est centré sur les salariés, mais on pourrait faire ce qu'on appelle les indépendants, les experts comptables, les notaires, les commerçants. Mais là, on s'est centré sur les salariés du privé qui sont le gros de la population. Et donc, active, les salariés du privé... Pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend quelqu'un qui gagne 30 000 euros par an de salaire brut, donc c'est le salaire moyen d'un ouvrier, d'un employé à temps plein, en fait, il va cotiser pour lui jusqu'au 8 septembre. À partir du 9 septembre, en fait, il cotise pour la collectivité. Il n'a pas de retour sur investissement de sa cotisation versée. Si je prends quelqu'un qui est à 150 000, un cadre dirigeant, on va dire, là, on est sur le 23 ou 24 juin. Donc, en gros, la moitié de l'année, il cotise pour lui, et après, il cotise pas pour lui. Puis on a fait 1 million d'euros. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, c'est intéressant. Sur 1 million d'euros, en fait, il cotise pour les autres à partir du mois d'avril, vous voyez. Donc, il y a une idée derrière, c'est de dire, on a un système d'une complexité absolue, et sur lesquels plus personne ne comprend rien en réalité. Quand on comprend rien, après se pose la question de la légitimité du système. On se dit, mais pourquoi je cotise? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui échappent et autres? Et surtout de dire, attention, cette complexité de la règle fait que derrière, voilà, ça pose la légitimité des cotisations et ça pose un vrai problème. C'est une sorte d'impôt détourné, en fait, si j'essaye de comprendre. Ça devient de la redistribution à partir de ce moment-là. Complètement, c'est de la redistribution. Alors, pourquoi pas? Je veux dire, là, mais il faut que ce soit clair. Les notes, mais voilà, moi j'apprends ça grâce à vous aujourd'hui, et donc je pense qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs, téléspectatrices qui évidemment ne l'imaginaient pas. Donc l'une des premières difficultés, c'est l'opacité en fait. Bien sûr, mais l'opacité elle est partout. Si vous prenez l'exemple de la CSG. Alors on a une augmentation de la CSG qui est intervenue là, dans le débat parlementaire. Potentiellement. C'est compliqué, voilà. On ne sait pas trop ce qui va sortir. Enfin voilà. Mais quand vous regardez, vous prenez la CSG sur les revenus d'activité. Une partie est déductible au niveau de l'impôt sur le revenu, comme n'importe quelle cotisation en réalité, et puis une partie n'est pas déductible. C'est-à-dire que quand vous avez une CSG, vous payez en fait de l'impôt sur de l'impôt. C'est quand même un système assez extraordinaire. Et personne ne réagit parce qu'en fait, personne ne comprend. Donc, votre étude, elle montre que cette perte de productivité, on peut dire ça comme ça, des cotisations sociales, elle s'accentue avec le revenu. Bon, est-ce que vous parlez d'une injustice? Parce que c'est en ce moment où on est plutôt dans un débat qui consiste à dire taxons les ultra-riches ou les plus riches. Là, vous arrivez avec un discours qui dit c'est une injustice qui touche les plus riches. Alors, nous, on aime bien être un peu pour la gratter, parce qu'on aime bien regarder les chiffres. Je vous dis, il y a beaucoup d'experts comptables à l'IPS, donc eux, ils savent ce que c'est. 1 plus 1, ça fait 2. Ce que parfois les pouvoirs publics ont du mal à imaginer en la matière. En fait, très compliqué cette notion de justice, surtout dans un pays où la notion de justice est un peu dévoyée en réalité dans les perceptions qui en sont. Le français aime bien que l'autre gagne pas plus que lui, oui, pour faire court, quoi. Il y a un peu cette idée. Donc, on a voulu montrer, en fait, que donc on a un problème d'opacité du système, donc ça pose un problème de légitimité à terme. Première chose. Deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on dit, en fait, plus ma rémunération augmente, plus je cotise pour les autres. Et alors, on l'a sorti justement dans tous ces débats, faut taxer les riches. D'ailleurs, en 2 mots, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on commençait par les ultra-riches, puis après, on va finir par ceux qui gagnent 4 000 euros par mois, pour faire référence à ce que le seuil qu'avait fixé François Hollande, vous savez. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un riche?
quand il y a des enquêtes d'opinion qui ont été faites, en fait, c'est une notion très relative, en fait. Les Français estiment en moyenne qu'un riche, c'est quelqu'un qui gagne 3 fois plus que lui. Vous gagnez 1 000 euros de salaire net par mois, vous allez estimer qu'à 3 000, le gars en face, il paye beaucoup. Si vous êtes à 10 000, à 30 000, vous estimez. Enfin oui, c'est toujours très relatif. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que on a voulu montrer qu'en fait, heureusement qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils cotisent en fait pour les autres, contrairement aux idées reçues qu'on entend trop souvent dans des médias peu informés en réalité. Quand vous voyez, alors ça a été voté et a priori ça va rester, quelles que soient les navettes parlementaires dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, la suspension, décalage, je ne vais pas jouer sur les mots, de la réforme des retraites. Vous dites quoi? On est dans une bulle en France, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs en Europe? Alors, oui, dans une bulle, mais ça nous emmènerait loin. C'est-à-dire qu'en fait, les Français estiment, en tout cas c'est la lecture qu'on en fait, que leur modèle de protection sociale, c'est un élément de leur identité. Oui. Dans beaucoup de pays développés, en fait, j'ai le droit à une retraite, et puis, regardez, dans beaucoup de pays européens, s'il y a moins de personnes qui cotisent et plus de retraités, on décale l'âge ou on baisse les pensions. C'est assez logique. Bon. En fait, en France, très compliqué parce qu'à l'après-guerre, on a bâti un système qu'on voulait être le meilleur au monde. Bon, voilà, il y a toute une logorée autour de ça. Mais en réalité, on a considéré dans un pays qui était quand même en déclin par rapport à ce qu'il a été, qu'on avait quand même un truc que les autres n'avaient pas. Et donc, les Français sont arc-boutés et on n'y arrive pas à y toucher. Et donc, par rapport à ce système de protection sociale, la question de la retraite est évidemment le point crucial avec l'assurance santé. On est dans le délire le plus absolu. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi pas refuser de reporter l'âge de départ à la retraite? C'est un choix politique, chacun a son idée. Mais ce qu'on oublie de dire si on fait ça, c'est que ce sont des retraites plus petites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mécanique. C'est-à-dire que c'est très simple le système de la retraite. Soit vous dites, vous pouvez partir plus tard et vous toucherez plus, ce que nos concitoyens ne sont pas certains d'avoir, et d'où la perte de légitimité d'un système. Soit on dit, écoutez, vous partez plus tôt, mais dans ces cas-là, vous avez moins, vous serez pauvre. Et il faut l'assumer, sauf que les différents tenants de l'abaissement de l'âge de départ à la retraite, ils sont nombreux aujourd'hui au Parlement, n'explique évidemment que la première partie de l'exception. Oui. Quand Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, propose d'introduire une logique de capitalisation, un capital de 1 000 euros dès la naissance pour chaque Français, vous dites ça y est, ça bouge un petit peu, ou alors il faut une vraie remise à plat globale de notre système? Alors, dans son cas, c'est de la com. Faut voir les choses très clairement. La question de la capitalisation, de la répartition est évidemment au cœur du sujet. Parce que Gabriel Attal, il a proposé ça, plus de revenir à la notion de régime universel, qui est une autre notion. En fait, notre système, il est marqué de l'origine, on va dire d'après-guerre, du système de répartition. La répartition, c'est un système remarquable quand vous avez beaucoup de cotisants, peu de retraités, et que vous voulez redistribuer. Ce qui était complètement la situation de l'après-guerre. Quand vous avez une population qui s'équilibre, aujourd'hui on a à peu près un 6, cotisants pour un retraité, et on sait qu'on va vers un 3, un 2. Donc, quand vous avez en gros un cotisant pour un retraité, le système est médiocre parce que on va chercher la richesse sur le travailleur, en réalité. Français, j'insiste. Le système de la capitalisation, on sait que tendanciellement, les bourses, même quand il y a eu des grands conflits, quand on regarde les chiffres des bourses, c'est quand même le système le plus rentable, très clairement. Mais ça permet aussi, et ce qu'ont très bien compris les anglo-saxons, d'aller chercher la richesse ailleurs. C'est tout l'enjeu des fonds de pension, des fonds d'investissement. Nous, on s'est coupé de ce système. Il y a quand même 2 régimes en France qui l'ont, il ne faut pas l'oublier. Les pharmaciens, qui ont eu toute l'intelligence de le mettre en place, et les fonctionnaires, tout à fait par hasard, le régime additionnel de la fonction publique qui prévoit un système de capitalisation. Donc, la CAPI, c'est un système tout à fait intéressant. C'est pas pour autant qu'il faut jeter la répartition. De toute façon, on ne pourra pas faire les deux en même temps. Donc, il y a une bascule qui ne sera nécessairement qu'à la marge, en fait. Et puis, à côté, ce que proposait Gabriel Attal, c'est de revenir au régime universel. Alors ça, c'est une folie. C'est une folie parce qu'en réalité, c'était la proposition d'Emmanuel Macron en 2017 qui a échoué lorsque Jean-Paul Delevoye était commissaire à la réforme des retraites. Parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué, et que 2, il y a des logiques différentes, et ça a surtout pour effet de permettre à l'État de mettre la main sur les réserves de ceux qui ont bien géré, à savoir les retraites complémentaires, on pense à la Clarco, et les caisses de profession libérales qui n'en veulent pas. Allez, 1 minute, c'est trop court, mais pour mettre en avant l'une des propositions que vous faites pour refonder ce financement de la protection sociale. Alors, on pense qu'effectivement, il faut dissocier, il faut faire beaucoup plus de clarté que ce qu'on a aujourd'hui. Et qu'il faut dissocier ce qui est
des cotisations productives de ce qu'on appelle les taxes sociales. Il y a d'un côté le financement de l'assurance santé, des allocations familiales, qui peut être financé par un genre de CSG, en fait, ou par un CSG. Et puis par contre, tout ce qui est retraite et prévoyance, l'arrêt de travail, le décès, l'invalidité, il doit y avoir un lien total entre le niveau de mon salaire et donc de ma cotisation et les prestations que j'ai. Il faut que sur la rémunération future, en réalité, celle qu'on espère avoir, la retraite, et celle qu'on espère ne jamais avoir, l'arrêt de travail, on ait un lien entre ce qu'on a payé. Si on fait ça, on restaure au moins la confiance dans le système. Et puis à côté, il faut alléger le prélèvement sur le travail, très sensiblement. Il faut que les salariés voient assez vite moins 10, moins 15% de prélèvement sur leur travail, de manière à pouvoir équilibrer le système. Ça veut dire qu'il faut réduire les dépenses, et puis il faut basculer une partie. Mais ça veut dire, je parle d'arrêt de travail, quand on est moins bien payé, on sera moins bien couvert? Non, mais le problème, c'est que quand on est moins... Aujourd'hui, c'est le cas. Quand on est moins bien payé, on est moins bien couvert. Vous avez même des populations, notamment les non-cadres, qui n'ont pas de couverture complémentaire obligatoire, et c'est plutôt les populations précarisées. Vous voyez, donc le système, il avantage ceux qui sont inclus dans le système en réalité. Donc l'idée, c'est que quand je cotise plus, j'ai plus, quel que soit le niveau dans lequel je suis. Merci beaucoup Bruno Chrétien, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec Laurent Berger. Il aurait pu débattre avec vous de la réforme des retraites des années 2017-2018. Aujourd'hui, c'est le directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité du Crédit Mutuel. Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. C'est le grand entretien, 26 minutes avec Laurent Berger. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, institut créé au printemps 2024. On va revenir à l'origine. C'est quoi l'ambition, la mission de cet institut? La mission de cet institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité, c'est de mettre en place la politique qu'on appelle ESG du groupe, c'est-à-dire sur les questions environnementales, sur les questions de société et sur les questions de gouvernance. Et donc, c'est d'aider le groupe, tous les métiers du groupe, à pivoter en partie pour prendre en compte cette réalité nouvelle, qui n'est pas totalement nouvelle, mais qui a de plus en plus d'importance, qui est la question du réchauffement climatique, la question des enjeux des inégalités, parce qu'un rôle d'une banque assurance mutualiste, comme nous sommes à Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est d'accompagner ces transformations dont le monde a besoin. 18 mois d'existence, quel premier bilan vous en faites? D'abord, je fais un bilan. J'étais venu en ayant deux exigences, d'une certaine manière, quand la sollicitation m'a été faite. Je voulais de la sincérité et des moyens pour le faire. La sincérité, elle est pleine et entière. On a des dirigeants aujourd'hui, un président, Daniel Ball, un directeur général, Éric Petitgrand, qui, sur les enjeux ESG, sont convaincus que sont alignés. Donc, ça veut dire, le premier bilan, c'est ça suit. Ça suit, y compris dans le groupe. On est en train de développer les premiers développements commerciaux pour accompagner nos clients, par exemple, dans le replacement de leurs moyens de chauffage, dont on sait que c'est un élément de carbonation extrêmement important. On accompagne les entreprises avec des prêts à impact, des prêts transition. Donc, on est en train de mettre tout cela en place. On a formé tous nos conseillers entreprises du réseau. On a sensibilisé tous les collaborateurs du groupe, ou quasiment tous les collaborateurs du groupe, à ces enjeux-là. Donc, le premier bilan, c'est qu'il y a cette volonté et on a fait les premiers pas. Mais on sait que quand on est un groupe comme le nôtre, dont l'empreinte carbone, avec une vraie ambition, c'est de réduire de 20% notre empreinte carbone au bilan d'ici 2027, notre empreinte carbone, c'est quoi? C'est le transport, l'immobilier résidentiel et commercial, l'agriculture. Donc c'est la banque du quotidien, en fait. C'est la banque des citoyens normaux et des entreprises classique, normal. Et donc, ça veut dire qu'il faut accompagner les transformations du quotidien. C'est beaucoup plus difficile que de couper de façon assez drastique dans tel ou tel financement parce qu'il ne serait pas vertueux. Ça, on le fait, il n'y a pas de problème, mais ça représente une faible part de notre décarbonation. Donc la volonté, elle est là, la sincérité, elle est là, les moyens, ils sont au rendez-vous? Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe de quasiment 50 personnes pour faire ce travail-là, à la fois des experts sectoriels, des experts sur l'énergie, sur l'immobilier, sur le transport, sur l'agriculture, sur la biodiversité, sur les ressources naturelles, sur le social. On a des experts sur un pôle de pilotage de la data. Tous les enjeux de la donnée sont essentiels. Si on veut décarboner, si on veut accompagner nos clients, il faut connaître d'où on part.
Et donc, il y a un enjeu de connaissance, de collecte de la donnée, de l'organisation de la donnée, et puis d'implémentation dans les systèmes de la banque, les systèmes IT, de tous ces enjeux ESG, c'est-à-dire à quel moment on saisit le DPE quand on fait une instruction de crédit, etc., etc. Donc, on a toute une équipe là-dessus, et puis on a une équipe sur le déploiement, c'est-à-dire comment on accompagne les métiers en termes de formation, d'animation. On a 80 référents ESG dans toutes les entités du groupe qui sont très très proches ou membres des CODIR, des comités de direction de ces entités. On est aussi très investi sur les enjeux de reporting réglementaire. C'est quand on parle de CSRD, c'est l'actualité. Parce que ça vient d'ailleurs un sacré coup de canif au niveau du Parlement européen. Le coût de l'inaction. Sur l'ambition de la CSRD. En venant vous rencontrer, j'ai lu un article qui disait que le coût de l'inaction est beaucoup plus fort que le coût de la conformité ou de la réglementation. C'est-à-dire qu'on fait le choix de la facilité aujourd'hui au détriment du choix du long terme. Et donc, on a des équipes qui travaillent sur ces reportings, des équipes qui travaillent sur des avis, parce que les métiers nous saisissent sur ce qu'on peut financer ou pas. Donc, oui, les moyens sont là, il y a une vraie belle équipe. Et donc, vous servez en fait à piloter, à prendre les bonnes décisions, parce que souvent, quand on est face à ce choix, c'est ce que vous évoquiez, qui peut être presque un choix de changement de modèle économique, par exemple, pour certaines entreprises. Vous êtes là pour aider la banque assurance à aider ses clients à faire les bons choix, c'est ça, je comprends bien? Oui, avec une expertise un peu technique. Oui, c'est une expertise qui est à la fois technique, c'est aussi une expertise de sens. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, c'est-à-dire, moi, j'ai jamais cru à la révolution au grand soir. J'ai cru à la transformation par l'action quotidienne. Et c'est ça que l'Institut sert à faire aujourd'hui dans la banque, en accompagnant les métiers de la banque de réseau, les métiers de l'assurance, en accompagnant les métiers de la banque d'investissement, de l'asset management, de l'equity. C'est-à-dire que tous les métiers sont concernés. Oui, tous les métiers sont concernés. C'est-à-dire que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'accompagner, quand on est une banque, d'accompagner les grandes transformations. Et donc d'accompagner nos clients au quotidien. Donc de les convaincre, de les connaître, de les convaincre d'aller vers ces transformations, de leur financer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ESG, c'est pas une contrainte supplémentaire. C'est une réalité. Tout le monde sait que le réchauffement climatique n'est pas une opinion, c'est une science, c'est la science qui nous le dit, c'est une réalité, ça s'impose à nous. Même s'il y a un courant de pensée qui nous affirme le contraire. Mais dont on sait qu'ils sont adverses à toutes les questions scientifiques et qui ne sont pas dans la vérité, pour le coup. Mais c'est aussi un élément de business pour une banque et une assurance. C'est-à-dire que moi, de plus en plus de clients nous saisissent en disant, mais quand je fais tel placement, est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que vous faites sur la transformation, par exemple, du parc de véhicules de telle ou telle entreprise, comment vous pouvez nous accompagner, etc. Donc, les entreprises comme les clients particuliers sont de plus en plus conscients de ces transformations à opérer. Par contre, ils attendent de la banque qu'elle puisse les accompagner correctement. Alors, je voudrais qu'on fasse le lien entre cet institut que vous dirigez et le dividende sociétal qui a été créé en janvier 2023 par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 15% de son résultat net consacré au financement de projets qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique et contre les inégalités sociales. Ça se rejoint forcément. Est-ce que l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité existe parce qu'il y a eu le dividende sociétal, d'une certaine façon? L'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité, qui est la direction ESG du groupe, elle existe parce qu'il y avait besoin de deux outils pour faire face à la volonté très forte du groupe de remplir sa mission, qui est aussi d'avoir un impact positif sur la société en termes d'environnement et d'égalité. Il y avait un enjeu de transformation des métiers. Un enjeu de transformation des métiers, c'est l'Institut. Puis il y a un enjeu aussi de répartir de sa valeur différemment, de redonner à la société une partie de la valeur créée. Et c'est le principe une idée de 15% du résultat qu'on redistribue. C'est 15% du résultat chaque année qui est redistribué sur des projets à vocation environnementaux et sociaux. C'est une idée de génie. Je le dis, et je le dis d'autant plus que je n'étais pas dans le groupe quand la décision a été prise. À l'époque, c'était Nicolas Terry et Daniel Ball qui était président et Daniel Ball qui était des directeurs généraux. C'est ça. Et je l'avais d'ailleurs été invité à commenter comme secrétaire général de la CFDT cette idée. Je l'avais trouvé ça vraiment comme une idée de génie. C'est à ce moment-là que vous dites, tiens... dans ce que je pourrais faire après la CFDT, non, c'est vrai? Non, pas du tout. Peut-être à ce moment-là qu'eux se disent que peut-être... mais là, j'avais trouvé ça génial et j'avais trouvé aussi déjà beaucoup de sincérité. Donc ce dividende sociétal, c'est 15% du résultat net, donc entre 500 et 600 millions tous les ans depuis maintenant 3 ans
qui sont distribués à 3 directions. Ouais. C'est énorme, en 3 directions. Le premier, c'est d'accompagner les projets d'entreprises qui ont un impact sur l'environnement ou sur les solidarités, et notamment qui ont un besoin de passer de la phase à une phase de développement. Ouais. Donc c'est sur la question du traitement des déchets pour en faire des objets, des matériaux de construction, c'est la question du vélic, du transport vélic dans le maritime, c'est la question d'habitat partagé entre des personnes valides et des personnes moins valides. Donc c'est financer ces entreprises sans forcément attendre de résultats. C'est ça, sans attendre de résultats. C'est sans attendre de résultats. C'est le fond du sujet qui nous intéresse. Dans ce fonds à impact, c'est le fond du sujet qui nous intéresse et pas l'attente de retour. Voilà, ça c'est la pression. Oui, mais il faut quand même. Moi, je trouve ça super, mais il faut quand même que ces entreprises elles aient une viabilité économique, parce que si leurs solutions sont bonnes pour la planète ou la société, il faut quand même qu'elles soient rentables et qu'elles durent le plus longtemps possible. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que Thomas, nous ne sommes pas des doux rêveurs. C'est-à-dire que nous ne faisons pas ça en disant on distribue et puis on voit bien. Il y a instruction des dossiers avec des experts du fonds Impact qui sont en lien avec les experts de l'Institut pour regarder si ça a une viabilité économique, si ça a une viabilité scientifique en termes de réalisation, etc. Donc, mais en revanche, vous ne mettez pas une pression mais il n'y a pas de pression sur le retour. Il n'y a pas de pression sur le retour. La pression, elle est sur est-ce que ça est conforme aux enjeux de transformation et de transition environnementale, transition juste, et est-ce que c'est viable. Ça, c'est le premier volet du pilier du leader. Au total, si on a fait le calcul, je vous laisserai aller sur le second volet après, le deuxième volet après, mais on est en 3 ans, on a quoi, plus d'1 milliard, entre 1 milliard et 1,5 milliard. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est beaucoup d'argent. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est un vrai levier. C'est pas cosmétique, si je puis dire. C'est pas une opération de com. C'est le premier pilier. Le second pilier, c'est des offres en direction de nos clients. Des offres qui ont aussi des impacts sur l'environnement. C'est le prêt à l'installation pour des nouveaux agriculteurs, et notamment quand ils s'engagent dans une agriculture raisonnée. C'est le prêt à taux zéro pour le vélo. Là, c'est récemment la fin du questionnaire de santé pour l'emprunt pour nos clients professionnels qui auront pu à remplir de questionnaires de santé lorsqu'ils se feront un emprunt. Un prêt à la banque, qu'elle soit l'UCIC ou du Crédit Mutuel. Et donc, c'est des offres qui sont l'aide à l'ouverture d'un compte sans adresse pour des femmes victimes de violences en lien avec des associations. C'est-à-dire que c'est tout un tas d'offres comme ça qui sont développées, qui sont des offres qui sont des game changers, excusez-moi cet anglicisme, pour des gens dans des situations concrètes, parce qu'on a des offres préférentielles, soit à taux zéro, soit... Mais ça existait déjà, ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous n'y étiez pas, mais il y avait déjà des offres de ce style au Crédit Mutuel. Ça n'avait pas la même puissance. D'accord, donc le fait de créer le dividende social, ça permet je vais vous dire, ça crée de l'impulsion dans les équipes. C'est-à-dire qu'on est, sur ce pilier 2, on est en recherche permanente de la bonne idée pour accompagner nos clients face à ces enjeux de transformation. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est pas vu non plus seulement sous un angle, ça va nous aider à faire des affaires. C'est vu sous l'angle à quelles préoccupations nos clients peuvent être soumis dans leur parcours de vie, dans leur parcours de relation avec la banque. Vous voyez, je parlais, et c'est anecdotique en termes de chiffres, c'est-à-dire le nombre de dossiers pour ces femmes qui sont victimes de violences et qui ne pouvaient pas ouvrir un compte parce qu'elles étaient obligées de donner leur adresse. Mais c'est venu par une association. C'est venu par une association en disant on a un problème. Comment vous pouvez nous aider? Et on a trouvé avec elle le moyen de le faire. Et bien évidemment que vous allez me dire ça va concerner quelques centaines, heureusement. Moins ça en concernera, je vais vous dire mieux ce sera. Mais n'empêche, c'est ça l'objet. Et ça vient parce qu'à un moment donné, des conseillers, des professionnels, des collègues à nous dans différents métiers nous disent là, on a besoin de le faire. Le questionnaire de santé pour les professionnels, c'est fondamental. Lorsqu'on a été malade, c'est quand même, ça change la vie quand on est obligé de faire un emprunt parce qu'on veut développer tel ou tel aspect de son entreprise. Je parle de professionnels, donc, de petites entreprises, de petites entreprises. Ça change la vie quand on sait qu'on ne va pas avoir cette épée de Damoclès d'avoir un prêt refusé alors qu'on repart justement parfois après avoir subi une maladie ou autre. Donc c'est vraiment une vision d'accompagnement des parcours de nos clients à travers ce pilier
pilier 2 du dividende Donc sociétal. ça, c'est le deuxième pilier. Il y en a un troisième, c'est plutôt quoi, le volet associatif, c'est ça? Le troisième, c'est le volet mécénat. D'accord. Et ce choix du dividende sociétal, il a transformé la fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On est passé à 60 millions de budget annuel de cette fondation. C'est devenu l'une des fondations les mieux dotées. C'est sans doute la dotation la mieux dotée de France en termes d'entreprise privée. Et là, eh bien, c'est l'accompagnement des associations dont on sait qu'elles en ont particulièrement besoin dans cette période. Parce que les subventions publiques sont en train de chuter. Parce que je pense qu'on ne pense pas la place du modèle associatif aujourd'hui dans notre démocratie. C'est-à-dire qu'on a un impensé sur ce sujet-là. On pense que quand on accorde une subvention à une association, il faut savoir que ça fait x4 en termes de gains pour la société en général. C'est ce qu'on a travaillé, ce qu'on a renseigné, c'est ça. Et donc, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, elle accompagne des projets en termes d'environnement, en termes de solidarité. Et elle accompagne aussi les associations dans leur structuration. Et là, c'est un puissant levier. On accompagne des associations partout, des grands réseaux nationaux jusqu'aux associations locales qui ont des projets de biodiversité. Ça veut dire que vous maintenez à flot des associations aujourd'hui qui seraient en péril à cause de la baisse des subventions? On maintient à flot, on leur permet de développer de nouveaux projets. Ouais. Je pense à la Croix-Rouge avec des véhicules itinérants pour aller au plus près des enjeux de solidarité dans les territoires ruraux. Je pense à SOS Méditerranée. Je pense au Resto du Cœur. Là, il y avait un appel de Patrice Douret, le président des Restos du Cœur, en septembre 2023. On vient en support. Ouais. On est capable aussi de développer du soutien quand il y a des événements climatiques difficiles ou des événements, des faits divers difficiles. Je pensais à des camions qui ont été brûlés pour la banque alimentaire dans telle ou telle région. On est capable d'intervenir assez vite. Je pense à Mayotte. Donc, c'est une fondation qui est aujourd'hui dotée d'une dizaine de personnes et qui fait un énorme travail auprès des associations. Quand vous étiez encore secrétaire général de la CFDT, j'ai retrouvé cette citation, on a retrouvé cette citation qui date de 2020. Vous plaidiez pour des états généraux du pouvoir de vivre. Plan de relance qui devrait être économique, mais aussi écologique et intégré de la justice sociale. Finalement, ça résonne avec ce que vous venez de dire. Mais quand vous parlez du pouvoir de vivre, états généraux du pouvoir de vivre, ça nous ramène quelques années en arrière. Mais c'était quoi l'idée? L'idée, c'est on est tous face à des grands choix internationaux, nationaux. C'est le moment de la COP. On sait bien que c'est très important, ces événements-là. Il y a 10 ans, la COP de Paris, elle a quand même structuré une partie des politiques publiques qui ont été mises en place ensuite contre le réchauffement climatique. On a besoin de ça, mais il ne faut jamais oublier les parcours de vie. Il ne faut jamais oublier que face à une situation assez angoissante, géopolitique, environnementale, économique, parfois politique en ce moment dans notre pays, tout ça, ça se confronte à la situation personnelle des uns et des autres. C'est un peu l'intime et le monde, vous voyez. Et qu'on a besoin, je crois, quand on veut être un acteur engagé dans la société, on a besoin de se préoccuper de cette capacité à vivre. Ce pouvoir de vivre, c'est pas que le pouvoir d'achat, c'est aussi un petit contre-pied contre le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir de pouvoir se réunir pour changer la vie concrètement dans une ville ou dans une commune parce qu'on a envie de le faire. C'est sur la question environnementale, sur la question des inégalités. C'est la question du logement dont on parle pas assez, qui est une vraie problématique aujourd'hui dans notre pays. Et donc, moi, je pense que on a besoin, la puissance publique, elle a besoin de considérer les choses aussi à hauteur de femmes et d'hommes. C'est ce que j'ai appelé le pouvoir de vivre à l'époque. Et c'est là où je suis assez aligné, enfin totalement aligné même avec ce que je plaidais à l'époque, c'est-à-dire que le rôle de la banque, dans son rôle de banque assurance, on reste une banque assurance, elle est aussi en train de se réorienter vers ça, c'est-à-dire une capacité d'accompagner les parcours de vie de façon au plus près des enjeux du monde. Oui. Et donc à hauteur de femmes et à hauteur d'hommes, ça nous ramène à cette question, l'une des traditions de cette émission, c'est que l'invité du grand entretien pose une question à l'un des invités de la semaine suivante. Donc à votre place, la semaine dernière, on avait Paul Watkinson qui est négociateur des COP, on parlait de la COP 21, il était aux côtés de Laurent Fabius à l'époque pour négocier cet accord de Paris. Voilà sa question. Bonjour Laurent Berger. Je voulais vous poser la question sur quelque chose qui va au-delà de votre expérience et de vos responsabilités actuelles. Comment rendre la transition écologique dont on a tant besoin non seulement acceptable, mais désirable aux citoyens? Il faut réconcilier l'importance, la nécessité de financement, de transformation des investissements, mais il faut également que ça soit un projet que les gens souhaitent, qui veulent réussir.
Et c'est ça, je pense, un des défis. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut la pas désirabilité. Oui, je pense qu'il faut rendre les choses désirables. Je pense qu'il y a deux manières de le faire. C'est la capacité de la puissance publique à fixer un cap qui soit très clair et de l'assumer et pas de faire des retours en arrière. Vous voyez, quand on est un citoyen, même si un peu averti, parce qu'il faut être un peu averti pour s'occuper de ces sujets-là, et qu'on voit la CSRD un coup dans le zig, un coup dans le zag, des stop and go en permanence, ça ne marche pas. Quand on voit la prime rénov avec les épisodes qu'on a connus cet été, ça ne marche pas parce qu'on n'est pas dans une logique de projection dans le long terme. C'est-à-dire que la puissance publique, si on veut réconcilier, il faut qu'elle donne des perspectives un peu utopiques du monde que nous allons construire, parce qu'on est contraint de le faire, hein, mais aussi parce que ça peut apporter une autre façon de produire, de vivre. Donc, je pense qu'il y a cet enjeu-là, c'est le premier volet, de donner de la perspective, de donner un cap. Le deuxième, c'est de renvoyer de la responsabilité. C'est que je crois que cette transition environnementale, on en est tous responsables d'une certaine manière, et que on méprise trop souvent les projets locaux qui sont menés. Vous voyez, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire sourire, mais la semaine dernière, j'étais en déplacement avec la LPO, sur un projet que nous finançons avec la Fondation Ligue de protection des oiseaux. Ligue de protection des oiseaux, donc ils travaillent beaucoup sur les enjeux de biodiversité autour d'un projet en Île-de-France de préservation de l'habitat des chouettes. Vous voyez, eh bien, là, il y avait une agricultrice qui, à un moment donné, a accepté que sur son exploitation, il y ait des nichoirs qui soient installés. Et elle avait l'impression d'y participer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour embarquer, il faut donner aux gens la possibilité d'y participer. Et il y a tout un tas de choses à faire sur la question environnementale. Alors, évidemment que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, vous savez, c'est l'opposition entre les grandes politiques nationales et les petits gestes. On a besoin des deux, et parfois les petits gestes sont fondamentaux en termes de changement. Oui, mais alors vous parliez du côté ZIG puis ZAG, notamment avec ce qui s'est passé au Parlement européen sur la CSRD, la CS3D aussi, hein, avec ce qu'on appelle l'omnibus. Donc c'est une loi qui revient sur le Green Deal, sur le pacte vert, sauf que ceux qui l'ont voté, ils ont été élus lors des dernières élections européennes. Donc là, on est presque dans des projets de société politiques qui s'opposent. Ah oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Et c'est pour ça que, vous savez, tout est politique. C'est-à-dire que, y compris l'entreprise, a un rôle politique au sens premier du terme, du sens politique. Mais oui, c'est des projets de société. C'est soit on continue d'aller dans le mur. Franchement, on va dans le mur. Les accords de Paris, l'accord de Paris en 2000, il y a 10 ans, prévoyait un réchauffement, d'essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré. On a largement dépassé, Et on sait les conséquences que ça a. Et ça a des conséquences, pas simplement sur les grands événements climatiques, malheureusement, que nous voyons trop souvent. Ça a des conséquences très concrètes. Les viticulteurs dans le Sud-Ouest s'interrogent, plus que s'interrogent d'ailleurs, sont en train de faire la mutation de leur modèle parce qu'ils pourront pas continuer à faire de la viticulture dans ces conditions. Et c'est vrai dans d'autres entreprises. Dans d'autres secteurs professionnels. Donc, il y a une vision de deux modèles. Je pense qu'il faut affirmer que le modèle à suivre, c'est celui qui a été fixé il y a 10 ans dans la COP, à la COP de Paris. J'espère que la COP de Belém va continuer de tracer le sillon. Et après, il faut s'interroger sur la responsabilité des uns et des autres. Et les entreprises, elles ont une responsabilité. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas simplement réagir à la puissance publique en disant elles sont pro-business, pas assez pro-business, etc. Les entreprises ont une responsabilité. Moi, je suis très fier qu'au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on a décidé de continuer sur les objectifs de NZBA. C'était l'Alliance bancaire internationale sur les objectifs de décarbonation d'un certain nombre de secteurs. Cette alliance bancaire, elle a explosé suite à l'arrivée de Trump, à la sortie des banques américaines, puis ensuite la sortie d'une partie des banques américaines, et puis je me permets de le dire, une partie des banques françaises qui se sont dit, si on le fait plus, c'est pas trop grave. Voilà, et nous, on a continué à Vous êtes sur les mêmes objectifs. À suivre ces mêmes objectifs, parce qu'on n'a pas le choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura pas... Quand j'étais syndicaliste, je disais, il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte, il n'y aura pas de banque sur une planète morte, il n'y aura pas d'assurance sur une planète morte, il n'y aura pas d'activité économique. Et c'est ce défi-là qu'il faut relever, pas en ayant... Oui, mais on revient à la désirabilité tout à l'heure. Si Donald Trump a été élu aux États-Unis, si les listes qui ont voté la remise en cause du pacte vert, il y a 2 jours, ont été élus, c'est bien parce que ce discours-là que vous portez, et qu'on porte aussi dans cette émission, il passe moins bien, quoi. Parce qu'il passe moins bien, parce qu'on ne sait pas encore le rendre désirable, parce qu'on ne sait pas embarquer. Parce qu'on ne s'est pas embarqué, notamment sur un discours de... C'est pas moins, c'est mieux. Ce qu'on va devoir faire, c'est mieux.
Quand on voit dans un certain nombre de villes qui ont déjà fait qui ont tenu des ambitions en termes de mobilité, c'est pas moins bien, c'est mieux. Quand une entreprise limite son impact en termes de carbone, d'émissions carbone, c'est pas pour produire moins, c'est pour produire différemment. Oui. Donc la question, c'est évidemment l'accompagnement, et la finance, pour ça, est un levier formidable. Donc l'orientation de la finance vers cette transformation, elle est fondamentale. Et évidemment, si on dit aux gens, vous allez en baver, c'est que des emmerdes, que des choses négatives, ça marchera pas. Mais c'est pas que ça. Ouais. C'est pas que ça. Vous savez, l'autre jour, j'étais dans une autre exploitation agricole, et les agriculteurs ils s'étaient engagés dans un projet de biodiversité, et tout en continuant leur activité, y compris à des impacts. Je veux dire, c'est pas un changement c'est pas tout d'un coup, on passe pas de l'autre côté de la pièce en 2 temps 3 mouvements. Mais il disait, c'est très très agréable de réentendre les oiseaux, de pouvoir avoir, parce que l'enjeu de la biodiversité, par exemple, c'est que ça va très vite en fait. Ça revient assez vite si on a les bons gestes. Sur la réchauffement climatique, c'est plus compliqué. Puis on a l'impression que les autres continuent de polluer, etc. Oui, et que nous, ça sert à rien de bouger. Mais ce qui est une vue d'esprit, parce que quand on regarde ce qui se passe en Chine, la détermination d'aller vers de la décarbonation, elle est extrêmement déterminée. Donc, il faut continuer à y croire. Il faut continuer à là où on est, à prendre nos responsabilités. Et moi, je suis très fier aujourd'hui de pouvoir dire que dans le monde de la banque et de l'assurance, le groupe auquel j'appartiens, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, il prend ses responsabilités, il fait sa part. Moi, j'aime bien cette expression, il faut prendre sa part. Merci beaucoup, Laurent Berger. À bientôt sur Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup et Innovation tout de suite. Smart Ideas avec Corentin Desjean, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Eclos, vous faites partie des lauréats du concours Move with Manutan, on en parlera évidemment tout à l'heure. Eclos, c'est quoi? C'est vous étiez, je crois, déjà venu en parler, des housses réutilisables pour remplacer le film plastique des palettes, c'est ça l'idée? Exactement, et ça s'est un petit peu étayé. On était des housses réutilisables, maintenant on est un ensemble de produits réutilisables pour palettes. On est des housses et des coiffes qui viennent remplacer le film plastique et les coiffes à usage unique qui sont utilisées aujourd'hui. Vous lancez, c'est l'Eclomat, c'est quoi l'Eclomat? Exactement, alors l'Eclomat, c'est un outil, un dispositif, on a dû lui trouver un nom parce qu'effectivement il n'en a pas, qui permet de mettre en place la housse en 40 secondes. Okay. Et donc là, il y a un intérêt, puisqu'au-delà de l'enjeu environnemental qu'on résolvait et de la mise en conformité, on va permettre d'avoir une performance opérationnelle meilleure que le film plastique. Ouais. C'est vraiment 40 secondes, parce que moi je me souviens d'une tente, soi-disant, et en 30 secondes on l'avait déployée, puis on a tous galéré. Oui, alors on a joué un petit peu plus... la sécurité, je dirais, avec 40 secondes que les 2 secondes qui étaient vendues, qui étaient effectivement un petit peu ambitieux. Dans 40 secondes, c'est réel. Il va y avoir des options. On peut aller même un peu plus vite chez certains clients qui ont des housses sur mesure un petit peu plus petites, par exemple. On va même plus vite que ça. Elles sont faites de quoi vos housses? Parce que si on remplace du plastique jetable, il faut une solution plus durable. Complètement. Alors les housses sont en polyester. Donc c'est aussi un matériau dérivé du pétrole. Ouais. En revanche, on a un matériau très résistant et très léger. C'est-à-dire qu'on va avoir une housse qui pèse à peine plus d'1,8 kg. Et donc, en une dizaine d'utilisations, on est déjà sur la même quantité de plastique. Sauf que nous, on peut aller à plusieurs centaines en réalité. Ouais. Donc, c'est ce travail-là sur un matériau très léger et très résistant qui va permettre qu'on va réutiliser, pardon de vous interrompre, qu'on va réutiliser combien de fois? Ça dépend évidemment, j'imagine, des usages, mais... Ça dépend des usages. Sur les premiers cas d'usage, donc ceux qui étaient déjà en circulation il y a 1 an, on est un peu plus d'une 60aine d'utilisations. Ça peut aller très vite. Chez certains, on peut aller à une 70 utilisations par an. Ouais. Chez d'autres, ça sera une dizaine. D'accord. Donc, en réalité, ça va changer. Après, il y a aussi les cas d'usage. C'est-à-dire que les flux intra-logistiques au sein des sites, entre la chaîne de production et la chaîne d'assemblage, par exemple, ces flux-là, c'est idéal et on va pouvoir aller à plusieurs centaines d'utilisations assez facilement. Il y a peu de contraintes sur l'emballage. Des flux qui sont sortants, qui vont changer d'opérateur, qui vont changer de pays parfois. Là, ce sera un petit peu plus contraignant et on pourra peut-être s'approcher des 100 utilisations. D'accord. Et alors, vous êtes en quelque sorte aidé par la réglementation européenne d'ici 2030, forte réduction de l'usage du plastique à usage unique dans le transport qui est prévu. Ça crée forcément un contexte favorable pour vous?
Alors ça crée un contexte favorable, encore faut-il qu'on y arrive. C'est-à-dire que ça prend un petit peu de temps, les objectifs sont en 2030. Les entreprises commencent à se poser la question de comment y répondre. Après, il y a aussi, à un plus court terme, la mise en place de la REP, responsabilité élargie du producteur, qui va impacter fortement le coût du plastique. On va passer entre 10 et 20% d'augmentation du coût du plastique. Donc ça va passer de quelque chose qui ne coûte rien à quelque chose qui commence à coûter un peu plus cher. Et on voit avec les tendances des éco-contributions que ça pourrait atteindre assez rapidement 30-40% de hausse. Donc ce ne sera pas négligeable assez rapidement. Ouais, on avait reçu ici même le patron de Manutan, Xavier Guichard, qui nous parlait de ce concours Move with Manutan. Qu'est-ce que ça change pour vous en termes de, au-delà de la notoriété, d'un passage dans Smart Impact? C'est pas rien quand même. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change. Ça permet déjà d'avoir les équipes de Manutan à disposition. Je crois que c'est quelque chose qu'il avait mentionné. Effectivement, nous, aujourd'hui, on a déjà fait plusieurs fois appel à leur équipe, à leur service juridique. C'est des ressources qu'on n'a pas forcément en entreprise. C'est des connaissances et des compétences niches qu'on ne peut pas s'offrir. Donc, on y a accès. Ça fait un gain de temps évident. Et après, ça permet aussi de s'aligner avec une entreprise dont on partage les valeurs. Via le hub circulaire que Pierre-Emmanuel Saint-Esprit porte via le groupe Manutan. Voilà, c'est de tous les groupes auxquels on pouvait se rattacher, c'est l'un de ceux qui partageait nos valeurs en tout cas. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors nos clients, pour l'instant, on est un petit peu partout. On est dans l'agroalimentaire, pardon. Et dans le luxe et la cosmétique. Le luxe et la cosmétique a l'avantage d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre en termes de coûts, bien évidemment. Donc ça a été les premiers utilisateurs en réalité, et depuis peu, l'agroalimentaire montre un intérêt pour nos produits, plutôt pour une question d'engagement et une anticipation de la réglementation, c'est-à-dire que l'avantage d'investir aujourd'hui dans une solution de réemploi, c'est qu'on peut anticiper le coût de l'emballage palette sur les années qui viennent, et on ne subira pas du coup les fluctuations dues aux taxations plastiques et à la REP EIC. Ça permet d'avoir un peu une stabilité pour les années à venir. Merci beaucoup, Corentin Desjean, et bon vent à Eclos. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. À demain sur la chaîne des Audacieuses et des Audacieux. Salut.